Bonjour à tous. Nous allons commencer notre réunion technique sur la campagne céréales à venir. Et nous allons parler ensemble de désherbage, de ravageurs et de conseils de semis en céréales à paille, donc en blé tendre, en blé dur, en orge et en triticale. Alors, autour de l'écran, vous allez voir toute l'équipe du Sud-Ouest, voir ou entendre. Donc, Aude Carrera de Bergerac devait être avec nous, n'a pas pu, mais en tout cas est avec nous par la pensée. Ensuite, Régis Elias, qui est dans le Tarn, nous rejoint suite à un détachement temporaire, donc il reprend sa place dans le Tarn et le secteur associé. Ensuite, sur le secteur de Baziège, Mathieu Kilmeyer et Jean-Luc Verdier sont maintenant accompagnés d'Eva Deschamps, qui va être sur le secteur, car Jean-Luc Verdier prendra sa retraite dans quelques mois et Eva prendra sa suite. Et pour ma part, donc sur le Gers c'est donc Tarn-et-Garonne et Haute-Pyrénées. Quelques informations rapides avant de commencer. Mes diapos passent plus vite que moi. Donc, quelques informations rapides sur les équipes donc, de Région Sud. Donc, Eva va remplacer Jean-Luc Verdier qui va prendre sa retraite. Aude Carrera va prendre le dossier sorgho que Jean-Luc Verdier animait pour la filière sorgho donc chez Arvalis. C'est Aude Carrera qui prendra sa succession, donc qui va parler de sorgho au niveau national, tout en gardant son poste de régional dans le secteur Aquitaine. Et pour ma part, je quitterai mes fonctions à Arvalis d'ici quelques semaines. Et dès que nous aurons le nom de mon remplaçant, ou mes collègues vous le communiquerez. Voilà pour les nouveautés. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il est là pour ça. Et nous laisserons un temps après chaque présentation pour que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse y répondre. Voilà pour l'organisation. Je vous souhaite une bonne réunion et je laisse la parole à Jean-Luc qui va nous parler des herbages de céréales. À toi, Jean-Luc. Merci Aude et bonjour à tous. Donc effectivement, je vous propose de faire un petit point sur le désherbage, sujet qui reste toujours d'actualité. Donc je vais commencer par vous présenter les résultats d'un essai combinaison de levier que certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter lors de nos visites du mois de juin. Un essai qui était en place à proximité de notre station de Baziège-en-Crambade et qui, je pense, est assez intéressant en termes d'acquisition de connaissances. Voilà. Après, on parlera un petit peu de résistance et on abordera les derniers résultats concernant les solutions de lutte contre le régras et le vulpin. Donc effectivement, cet essai combinaison de levier a été initié donc depuis l'automne 2019 sur une parcelle à proximité d'Anne-Crambade et s'est terminé donc cette campagne donc à la moisson puisqu'on a fait des mesures de rendement donc sur le blé dur qui était en place cette année. Donc sur ce dispositif, on a eu l'opportunité de mettre en combinaison un certain nombre de leviers qui ont pour objectif de gérer la lutte contre le régras, puisqu'on était sur une parcelle très infestée en régras avec des très fortes pressions de salissement, et ça nous a permis de mettre en évidence les avantages et les limites d'un certain nombre de leviers. Donc parmi ces leviers, on a commencé à différencier des choses dans la parcelle à l'automne 2019 avec une bande qui a été passée avec la charrue des chômeuses. Charrue des chômeuses, je rappelle, c'est une petite charrue qui permet de faire un travail de retournement, mais en essayant de limiter la profondeur par rapport à des aspects agronomiques. Ensuite, la situation restant très sale dans le blé dur qui a été implanté à l'automne 2019, on a fait le pari de tester une solution certes un peu extrême, mais qui avait pour ambition un peu de voir l'impact de la limitation de la montée à graines. On a fait sur une autre bande à côté un ensilage du blé immature au mois de mai, dans l'objectif d'évacuer toute la biomasse et les épis du régras, justement, pour éviter de limiter la grenaison. Bon, disons qu'on a mis en œuvre cette technique parce qu'on n'avait pas de solution qui aurait pu essayer de faire à peu près l'équivalent, que ce soit des outils type SIMOS, voire outils de gestion des menus pailles à la moisson, qui ont cet objectif, essayer de limiter la quantité de graines que l'on refait revenir dans la parcelle. Voilà, donc on a testé ça. Ensuite, sur l'interculture qui a suivi, puisque la culture suivante en 2021, c'était du maïs, là, on a divisé l'essai en deux. Une moitié a été labourée, l'autre a été travaillée en non-retournement, en travail avec des outils à dents.
Et ensuite, on arrive à la campagne 2021-2022 qui était de nouveau en blé dur. Et donc, sur ce blé dur, on a combiné un certain nombre de leviers supplémentaires. On a testé la date de semis avec 2 dates de semis, une date au 26 octobre et une date décalée au 19 novembre. Et ensuite, on a testé des différentes modalités de désherbage, chimique, mécanique ou mixte, sur lequel je vais revenir. Voilà. Donc, rapidement, voilà l'allure de l'essai pour bien comprendre comment on a empilé tous ces leviers. Donc, la bande en vert foncé est celle qui a été charrue déchaumeuse en 2019. La bande en vert clair, c'est la bande qui avait été ensilée, donc le blé 2020. Et ensuite, on a redivisé l'essai en deux, un carré labouré avant le maïs, un carré non labouré. Le maïs, je le répète, a été désherbé de la même manière. Tout le maïs a été désherbé avec un programme qui avait pour vocation d'être performant sur le régras. Et ensuite, donc, en 2021-2022, on a redivisé en deux sur les dates de semis. Et ensuite, on a différentes modalités, donc avec des parcelles élémentaires sur lesquelles on a combiné les leviers dans le blé en 2022. Voilà. Donc, ce que je me propose, c'est de vous présenter un peu tous ces résultats et ce qu'on a pu mettre en évidence au cours de ces 3 années. Donc sur la diapositive suivante, vous pouvez déjà voir un peu les observations que l'on a pu faire sur l'efficacité de la charrue déchaumeuse dans le blé 2020. Donc ici, vous avez une photo qui illustre la bande. On voit bien clairement que voilà, au printemps 2020, on avait beaucoup de régras dans le blé dur et effectivement, on retrouvait de façon assez évidente la bande charrue déchaumeuse avec une pression très faible qui a été mesurée donc sur le petit graphique à droite. Donc puisqu'on a dénombré le nombre d'épis et on avait donc plus de 300 épis au mètre carré sur les côtés non travaillés à la charrue déchaumeuse, alors que la bande Jean-Luc, je me permets de t'interrompre parce que je ne sais pas comment ton micro s'est fermé. Donc, il faudrait que tu réouvres ton micro qui s'est fermé tout seul, j'ai l'impression. Il s'est fermé il y a longtemps. Et de reprendre à partir du moment où tu es passé sur le graphique de la charrue déchaumeuse, s'il te plaît. D'accord, ok. Ben désolé, excusez-moi. Je ne sais pas, j'ai fait un fausse manip, mais j'ai pas l'impression d'avoir touché le bouton pourtant. Donc je reviens effectivement sur la charrue déchaumeuse. Donc la photo qui illustre la bande qui a été déchaumée avec la charrue déchaumeuse, voilà, qui était beaucoup moins infestée en régras. Donc effectivement, là, ce comptage a été fait après désherbage du blé dur. Le blé dur a été désherbé avec un programme, mais de poste levé, et donc qui n'a pas marché parce qu'on est en situation de résistance. Donc effectivement, voilà, on sait ce que ça donne quand on met des herbicides de sortie d'hiver sur les régras résistants, ça ne marche pas. Ça, c'est pas une surprise. Donc, par contre, on retrouvait bien la bande de charrue déchaumeuse. On a mesuré l'efficacité en faisant des comptages épis de régras, et on avait voilà, plus de 300 épis de régras au mètre carré sur les côtés non travailler avec la charrue déchaumeuse, alors qu'on abaisse l'infestation, les effectifs de régras à moins de 100 épis de régras par mètre carré. Donc voilà, on a une efficacité qui est quand même très, très intéressante, puisqu'on arrive quand même par cet outil à réduire de façon importante la pression régras par le fait du retournement et de l'enfouissement des semences en profondeur. Voilà, donc premier résultat de l'efficacité de la charrue déchaumeuse pour réduire la pression régras dans le blé dur. Donc ensuite, sur la diapositive suivante, nous avons les résultats observés dans le maïs qui était implanté l'année suivante. Donc là, les résultats ont été mesurés après le désherbage du maïs. Donc c'est ce qui reste comme régras en fonction des différentes modalités historiques, donc sur les différentes parcelles. Donc classé par ordre croissant d'efficacité ou ordre décroissant de nombre de régras dénombrés sur chacune des modalités. Donc quand on commence à gauche, là où il n'y a eu aucun levier mis en œuvre, eh bien c'est là où la pression est la plus faible. On avait 20 régras par mètre carré. Sur les modalités qui avaient été passées à la charrue déchaumeuse dans le blé précédent, bon, l'efficacité s'est réduite. Effectivement, il y a des montées à graines qui fait que l'effet du levier a tendance à se gommer au cours du temps. On était à 25% d'efficacité. La modalité qui, elle, avait été labourée avant le maïs, eh bien, on mesure un peu plus de 50% de réduction de l'infestation. Donc, on retrouve l'efficacité du labour, hein, qui est voilà, au moins 50% d'efficacité, ce qui est quand même intéressant malgré tout. Quand on superpose 2 leviers, à savoir la charrue déchaumeuse avant le blé et le labour avant le maïs, on arrive à près de 80% de réduction de l'infestation. Voilà, donc ce qui est quand même intéressant.
Autre information intéressante, c'est l'effet de l'ensilage du blé dur précédent. Et donc là, effectivement, le fait de ne pas remettre une grosse partie du stock semencier, enfin, des graines qui étaient produites dans le blé dur, fait qu'on arrive à réduire de 85% l'infestation en ayant limité cette fructification des raies gras dans le blé dur précédent. Et dernier résultat, c'est le fait d'empiler deux leviers, à savoir l'ensilage du blé dur et le labour entre le blé dur et le maïs, nous fait baisser le niveau de salissement de 95%. Donc on arrive sur des situations qui étaient presque propres. On avait encore quelques individus de raies gras, mais voilà, comparé à la situation initiale, voilà, ces deux leviers ont permis de réduire drastiquement la pression raies gras. Voilà donc ce qu'on a pu observer dans le maïs en 2021. Et maintenant, on va arriver à la troisième année de l'essai. Troisième année sur lequel on a donc redivisé les parcelles pour retester des leviers supplémentaires. Donc, les leviers qui ont été testés dans le blé en 2021-2022, c'est l'effet date de semis, donc un semis du 26 octobre et un semis décalé au 19 novembre, et croisé avec différentes modalités de désherbage chimique et mécanique. Donc, on a une modalité avec une prélevée avec du défi compile, qui est la référence blé dur contre le raies gras, donc appliqué donc, en post-semis prélevé sur les deux dates de semis. Une modalité où on teste le défi compile suivi par un chlortoluron, donc c'est la deuxième modalité en bleu, donc un défi compile en prélevé et un chlortoluron à 1500 grammes en post-levé précoce, donc voilà, avec les deux dates d'intervention. Et puis deux modalités où on a introduit du désherbage mécanique. Une modalité où il y a du désherbage mécanique solo, donc c'est la troisième bande en bleu. La RC Tri, donc c'était une RC Tri très fleur, je le dis parce que c'est important en termes de résultats d'efficacité, avec 3 passages, un passage en prélevé, un premier passage en sortie d'hiver le 27 janvier, on n'a pas pu passer plus tôt parce qu'il n'y a pas eu de fenêtre plus précoce pour intervenir, et un troisième passage le 10 février. Et sur la deuxième date de semis, on n'a pas pu faire de prélevé, il n'y avait pas de fenêtre. Et donc, on a pu intervenir à la même date, le 27 janvier, mais sur des céréales et des raies gras qui étaient moins développés que sur le semis précoce, d'où des meilleurs résultats, on va le voir. Et le deuxième passage au 10 février. Voilà. Et donc, on avait les mêmes combinaisons d'outils sur des modalités qui avaient été préalablement désherbées avec du défi compile. Donc, où on a testé la combinaison mixte chimique plus mécanique, avec le même nombre de passages en mécanique. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne en termes de résultats. C'est ce qui figure sur ce petit graphique que je vais prendre le temps de vous décrire parce qu'il n'est peut-être pas forcément évident à lire. Donc là aussi, c'est le même principe, c'est qu'on on a toutes les combinaisons de leviers qui ont été oui ou non mis en œuvre, et donc les résultats sont exprimés de deux manières, soit en nombre de raies gras dénombrés. Donc, plus il y a de raies gras, plus c'est sale, voilà, moins c'est bien contrôlé. Et puis dessous, c'est le calcul en termes de réduction de pourcentage d'efficacité. Donc, voilà, on peut le lire dans un sens ou dans l'autre. Voilà, du plus sale au plus propre et du moins efficace au plus efficace. Voilà. Donc là aussi, effectivement, on retrouve la logique. Hein. Là où on ne met en œuvre aucun levier, c'est là qu'il y a le plus de raies gras. Donc là, bon, je pense que les choses sont assez cohérentes. Hein. Ce que l'on voit, c'est que là où on n'a qu'un seul levier mis en œuvre, eh bien, on voit que l'efficacité, quand même, c'est pas mal érodé. C'est en particulier le cas de la charrue des Chômeuses, solo, qui, certes, avait bien marché 2 ans avant, mais compte tenu du renouvellement du stock, eh bien, on voit que cette efficacité, elle s'érode au cours du temps. Et voilà, on arrive vraiment sur des niveaux d'efficacité qui deviennent quasiment nuls au bout de 3 ans, hein, si on ne fait rien pour maintenir le niveau de qualité. C'est également le cas sur la partie ensilée. Hein. On a quand même encore 30% de réduction, mais le fait que voilà, il y a du raies gras qui reviennent, des montées à graines, fait qu'au final, l'efficacité a tendance à se réduire. Quand on a deux leviers, on voit qu'on gagne de l'efficacité. Là, c'est le cas quand on a de l'ensilage plus du labour. Voilà, on a 50% d'efficacité. On a quand même, certes, toujours beaucoup de raies gras, mais moitié moins que dans le témoin. Donc, c'est quand même pas inintéressant à identifier. Et là où on commence à atteindre des niveaux de performance qui deviennent intéressantes, c'est dès lors qu'on introduit un décalage de la date de semis. Et là, effectivement, quand ce décalage de la date de semis est accompagné du labour, là, on atteint presque 70% d'efficacité par rapport au témoin 0. Voilà. Donc, c'est le cas pour ces modalités avec du semi-décalé par rapport à des semis précoces. Voilà. Une autre modalité où ça a plutôt bien marché, c'est quand il y a eu un double retournement, le retournement par la charrue des Chômeuses en 2019 et le deuxième retournement par le labour, voilà, entre 2020 et 2021. Et là, effectivement, là, on est presque à 80% d'efficacité, d'où effectivement l'effet du travail du sol.
Et donc, on voit qu'effectivement, dès lors qu'on a du semi-décalé, après les autres modalités avec du semi-décalé sont les modalités qui assurent la meilleure efficacité. Et les meilleures sont celles où on a 3 leviers qui ont été mis en œuvre, hein, donc c'est les 2 dernières, en plus du semi-décalé. Donc, on a soit de l'ensilage ou de la charrue des chômeuses et du labour. Et c'est là qu'on atteint donc des niveaux de réduction du salissement de 90%. Voilà, donc les résultats que l'on peut mettre en évidence avant toute intervention de désherbage. Et donc pour terminer, là on va voir ce qu'apportent donc les solutions de désherbage qui ont été mises en œuvre sur l'essai. Alors ça, c'est un graphique qui essaie de rassembler sur les mêmes mesures à la fois la mesure du salissement, donc de l'efficacité, c'est un nombre de régras par mètre carré comptabilisé, et en ordonner le rendement. Donc effectivement, l'interaction efficacité-rendement qui est assez logique, hein. Donc ce que l'on voit, c'est qu'effectivement les modalités les plus sales sont le témoin et la RC tri. La RC tri solo, malgré 3 passages, compte tenu du fait qu'on est intervenu sur des régras déjà trop développés, a quasiment apporté aucune efficacité. Et donc on voit les conséquences sur le rendement, hein. On a des rendements qui sont autour de 30-35 quintaux. Ensuite, toutes les modalités qui ont été désherbées, voilà, sont à plus de 90% d'efficacité, que ce soit du défi chlortoluron, du défi compile seul, associé soit avec du chlortoluron, soit avec de la RC tri, voilà, sont dans un mouchoir de poche à plus de 90% d'efficacité et à plus de 70 quintaux de rendement. Donc là, on voit qu'on a, voilà, on a au moins 60% de perte de rendement liée au régras, puisque c'est la différence de rendement entre les parcelles désherbées et celles qui ne l'étaient pas. Et donc au final, voilà, toutes les modalités, que ce soit du défi compile qui marche très bien déjà tout seul et qui est amélioré un petit peu par la RC tri et également par le programme avec du chlortoluron qui conduit effectivement à une modalité qui est très bonne en efficacité et qui obtient le meilleur rendement à plus de 75 quintaux. Voilà ce que l'on peut dire sur cette. Donc là, on est sur la date de semis précoce, hein, je le rappelle. Donc, première date de semis. Voyons maintenant ce que donne le semis décalé. Donc, sur la diapositive suivante. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on retrouve le bénéfice apporté par le décalage de la date de semis, hein. Vous voyez qu'en termes de salissement, on passe de plus de 400 régras à moins de 100 régras par ce décalage de la date de semis, hein. Et effectivement, ça se traduit par un gain de rendement. Malgré des conditions de semis qui étaient peut-être un petit peu moins bonnes en deuxième date de semis, malgré tout, le fait d'avoir moins de régras fait qu'on gagne, on gagne plus de presque 20 quintaux, hein, donc sur les modalités non désherbées, voilà, liées au fait qu'on a réduit la pression régras. Voilà. Autre différence du deuxième semis, c'est que la modalité en RC tri a donné un meilleur résultat parce qu'on est intervenu sur des régras plus jeunes, comme je le disais, on a pu passer alors que les régras étaient encore voilà, sensibles à l'arrachage et on fait à peu près 50% d'efficacité, ce qui nous permet de gagner une dizaine de quintaux par rapport aux témoins. Voilà. Les modalités désherbées chimiquement, donc le DC, le défi compile et le défi compile chlorto sont les meilleurs. On est quasiment au même niveau que la date de semis précoce, donc il n'y a pas d'effet date de semis quand on a bien désherbé. Voilà, dans ce contexte-là, on ne peut pas généraliser. Voilà, le fait d'avoir décalé la date de semis ne nous a pas pénalisé le potentiel de rendement. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'on a un effet négatif de la modalité mixte qui est associée du désherbage chimique et de la RC tri, pour une raison qui est que le défi compile a quand même occasionné un petit stress temporaire avec un blé qui a quand même accusé le coup, hein. Il y a eu un effet de phytotoxicité temporaire qui a réduit la vigueur du blé dur et effectivement sur ce blé, la RC tri qui a été passée en conditions un peu agressives et qui a recouvert un peu, eh bien, a entraîné des pertes de pied alors que ça n'était pas le cas sur la modalité qui n'avait pas été désherbée chimiquement. Donc il y a effectivement un petit effet donc antagoniste lié au désherbage chimique qui a accentué l'agressivité de la RC tri, d'où un rendement qui décroche malgré une bonne efficacité sur le régras. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est les éléments que je voulais mettre en avant concernant donc cet essai où on voit bien bon, l'intérêt que peut avoir la combinaison des leviers et donc le bénéfice qu'on peut avoir à essayer de gérer le régras voilà, au mieux chaque année pour maintenir la pression de salissement et limiter le salissement. Donc la photo suivante l'illustre bien, hein. Vous avez ici les témoins entre les deux dates de semis, hein. Donc on voit d'un côté la forte densité qui verse.
le semis décalé qui a beaucoup moins de régras, qui laisse de la place au coquelicot. Hein, c'est pour ça qu'il y a du coquelicot sur la date 2 et pas sur la date 1. Donc on voit bien les effets de compétition entre espèces qui se sont joués dans ces deux modalités. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire concernant cet essai. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, je vais peut-être laisser Mathieu la donner. Oui, donc il y a une question qui a été posée sur notamment les différents leviers que tu as présentés, notamment comment on peut expliquer dans les effets qu'un ensilage de blé dur immature dans l'année précédente, N-1, soit plus efficace qu'un labour sur l'année N sur le régras. Ben, je pense qu'effectivement, là, une grosse partie du stock de semences s'est constituée. On a vu la quantité de régras qui sont montés à graines donc, dans le blé dur 2020. Hein, on était à plus de 300 épis, donc ce qui fait un gros stock de semences. Et effectivement, le fait d'empêcher ce stock de semences de revenir au sol a fortement réduit le stock semencier, ce qui pour moi explique ce que l'on voit dans le maïs qui vient après. Donc avec un stock semencier qui a limité les levées de régras dans le maïs qui vient après, mieux que n'a pu le faire la charrue. Voilà, si ça répond à la question, mais... Si. Et après, je ne vois pas de questions supplémentaires sur cette partie-là. Peut-être que ça viendra en cours, je te les reposerai après s'il y en a qui viennent en cours de temps. Eh ben, je propose d'avancer alors en vous faisant un petit point sur la problématique résistance. Donc, il y a quelques petites évolutions qui me paraissaient importantes à partager. Bon, on avait déjà évoqué ce sujet l'année dernière, mais voilà, le fait est qu'on commence à voir apparaître des résistances sur les herbicides racinaires. Alors, pas le chlortoluron, pour l'instant, ça peut impacter, mais sur les molécules flufénacet et prosulfocarbe. Donc, les suivis qui sont faits par l'INRAE en collaboration avec le Columa montrent qu'effectivement, en particulier sur le régras, on commence à avoir un certain nombre de situations avec des résistances donc, au flufénacet et ponctuellement au prosulfocarbe. Alors, ce que l'on observe, alors il y a quelques cas dans la région, il y en a un en particulier identifié. Alors, c'est des cas identifiés, hein, ça n'a pas prétention d'être exhaustif, hein, mais c'est des cas qui ont fait l'objet d'un test qui s'est avéré positif. Voilà. Donc effectivement, quand on fait le détail des tests qui ont été faits, bon, les points, sur les histogrammes, les couleurs vertes représentent les résistances. Donc on voit avec des mesures en fonction de la dose appliquée, dose demi-dose, dose pleine et double dose. Donc il y a des effets dose qu'on observe vis-à-vis du prosulfocarbe. Et ce que l'on voit vis-à-vis du flufénacet qui est à mettre en évidence, puisque les trois suivants sont des produits à base de flufénacet. Sunfire, c'est un flufénacet solo, le Fosbury dans lequel il y a donc du DFF et puis le Maténo avec la clonifène. Donc on voit que concernant le flufénacet, il y a des effets différents selon les associations qui viennent avec le flufénacet. Donc effectivement, on est sur des résistances qui sont plutôt par détox et le fait d'associer voilà, peut modifier la sensibilité à la résistance. Voilà. Donc, vigilance vis-à-vis du régras, donc toujours l'enjeu à alterner les modes d'action. Et bon, sur Vulpin, bon, une problématique qui est beaucoup moins installée et qui reste encore très ponctuelle et pour l'instant, pas de cas avérés dans notre région, dans le sud. Donc voilà quelques éléments concernant les racinaires et puis évoquer la résistance au glypho. Donc cette résistance au glypho, on la connaissait en culture pérenne depuis déjà quelques années sur vignes, etc. Et voilà, il s'avère qu'on a identifié des cas en grande culture. Donc les premiers cas identifiés, bon, plutôt en région centre, la partie centre-ouest et voire centre-est. Donc des cas, donc ça soulève effectivement les enjeux quand on est en système, voilà, travail du sol simplifié, pratique voilà, sur des solutions où on essaie de limiter le travail du sol, le semi-direct, etc. Donc attention, il y a quand même, voilà, il faut faire preuve quand même de vigilance pour éviter de se retrouver dans des situations où la résistance évolue et qu'on se retrouve avec des problématiques résistance glyphosate qui se généralisent. Donc là aussi, des précautions à prendre. Voilà. Donc concernant ces quelques mots sur la résistance, et je terminerai en vous présentant les derniers résultats acquis concernant les efficacités des herbicides d'automne sur régras et sur vulpin. Donc, en commençant par le régras sur blé tendre.
Et on va évoquer les produits de prélevé, les produits de post-levé et les programmes. Donc ici, vous avez un comparatif sur 15 essais, sur 2 campagnes, donc comparant les principales solutions les plus performantes donc parmi les solutions de prélevé qui ont été testées. Donc à droite, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez les compositions de ces différents produits, donc en flufénacet, donc prosulfocarbe, pendiméthaline, pardon, DFF, voilà, pour identifier les différentes compositions. Donc ce que l'on voit, c'est que ces différentes solutions se valent, sont à peu près sur le même ordre de grandeur. Bon, celle qui aurait un petit plus, c'est la modalité qui associe du défi, de l'Inderix, donc flufénacet, plus du compile, donc où on empile prosulfocarbe, flufénacet et DFF, voilà, qui s'avère la plus régulière et la plus performante. Et derrière, on va retrouver 3 modalités qui sont à peu près équivalentes, le Maténo, le défi compile et le défi Codix qui sont au même niveau. Hein. Donc on voit que les 2 combinaisons, défi compile et défi Codix, se valent en termes de performance sur le REGRA. Donc voilà pour les modalités de prélevé. Pour ce qui est de la poste, ce que l'on voit, c'est qu'en règle générale, on voit des efficacités moyennes qui sont plutôt en retrait. Hein, donc, même si des fois, il peut y avoir des choses qui s'inversent, mais en tendance, voilà, la pré s'avère plus régulière et plus performante que la poste levée, quelles que soient les modalités. C'est le cas de la modalité défi Inderix compile, hein, qu'on a vu en prélevé. Là, elle est quand même en retrait en poste levée. La modalité qui s'avère la plus régulière, c'est le mercure défi, donc avec du flufénacet et du DFF. Le défi Fosbury également. On voit que le défi compile est moins performant également qu'en prélevé. Voilà, la modalité qui décroche le plus, c'est le Fosbury. Donc effectivement, bon, des choses qui sont quand même plus limites qu'en post-levé, qu'en prélevé, pardon. Voilà, d'où l'intérêt dans les situations à forte infestation de travailler sur des programmes. Donc là, vous voyez effectivement ce qu'apportent les programmes par rapport aux solutions de pré ou de post solo. Là, effectivement, si on veut dépasser les 90% dans des situations avec plusieurs centaines de REGRA au mètre carré, ça passe par des programmes. Donc parmi les programmes qui sont en tête, on retrouve effectivement les associations défi Codix en pré suivi d'un Pontos Schwatt en post levé ou des Maténo suivi par exemple d'un défi Bflex. Voilà. Donc effectivement, on a testé le défi Bflex, voilà, en substitution du défi compile pour essayer de moduler un petit peu l'utilisation du DFF. Hein, ça permet de trouver aussi d'autres partenaires au défi qui apportent le même effet en termes de gain d'efficacité sur le REGRA, mais en essayant de diversifier voilà, par rapport au DFF. Donc voilà pour ce qui est des efficacités REGRA donc en blé tendre. Alors, ici vous avez des comparaisons coût-efficacité rapidement. Donc effectivement, puisque là il faut quand même regarder les coûts, on est sur des programmes qui peuvent être onéreux. Donc ici vous avez différentes modalités mises en comparaison. Donc voilà, le défi compile s'en sort toujours très bien hein, en termes de compétitivité. On peut également évoquer le défi Codix qui est pas très loin. Le défi Inderix, un petit peu plus cher. Voilà, pour ce qui est de la prélevée. Pour la poste, le défi Fosbury, qui est quand même dans les plus chers, le Mercure défi également, et puis le défi Inderix, qui est un petit peu en dessous. Voilà, donc pour citer les principales solutions sur leur compétitivité, efficacité et coût. Et pour ce qui est des programmes, voilà, le Maténo défi est bien positionné en termes économie, efficacité. Le Maténo défi Bflex est un peu plus cher, bien sûr. Et le défi Codix suivi d'un Pontos Schwatt, voilà, et celui qui coûterait un petit peu plus cher par rapport à sa performance. Voilà. Et pour terminer, effectivement, quelques solutions qui pourraient répondre aux situations en sol drainé, où vous savez, il y a quand même de plus en plus de restrictions d'usage. Voilà, dans ces situations-là, le défi Codix ou le défi compile peuvent être des réponses à ces situations-là. Ou voilà, je vous laisse découvrir les autres. Voilà. Donc voilà un petit peu ces éléments-là. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de dire un mot sur le blé dur, puisqu'on n'a pas accès à toutes les solutions. Bon, sur le blé dur, on confirme l'intérêt du défi compile, qui reste la meilleure solution en prélevé, hein, il n'y a pas de doute. Le trooper par rapport au défi serait un peu plus régulier, donc effectivement, malgré le fait que ce soit quand même des produits un peu plus avec plus de variabilité, le trooper est un peu plus performant que le défi solo. Voilà. Et ensuite, concernant les solutions de poste levé, le chlortoluron reste quand même la meilleure solution de poste levé. On voit que le Battle Delta est en retrait
Et le défi compile, même s'il reste intéressant, voilà, est moins performant que quand on le positionne en prélevé. Et donc, effectivement, là aussi, on retrouve l'intérêt des programmes. Donc, les programmes qui associent, donc parmi les programmes, on a moins de diversité de possibilités qu'en blé tendre. Mais voilà, les défis compiles suivis d'un chlortoluron, voire les défis compiles suivis d'un trooper, sont des solutions qui permettent de sécuriser le programme de désherbage Régras en blé dur. Voilà, et puis je termine avec le vulpin, puisqu'on est quand même dans des régions où il y a également du vulpin, surtout sur la partie ouest de notre région. Donc là, sur vulpin, rapidement, quelques solutions qui sortent du lot. Donc là, on a en prélevé des solutions qui sont très proches les unes des autres, hein, les 3 modalités qui montrent la meilleure régularité avec des performances qui sont en moyenne à plus de 80%, sont le Sunfire Codex, le Matheno et le Matheno plus Prol, donc avec une modulation de la dose de Matheno compensée par la pendimétalline qui renforce également l'efficacité et qui peut apporter aussi quelques plus liés à l'efficacité de la pendimétalline, je pense en particulier au coquelicot. Voilà. Donc voilà, c'est les modalités qui ressortent le mieux en prélevé pour faire le vulpin sur blé tendre. Et pour la post-levée précoce à 1-2 feuilles, voilà, on voit là aussi un certain recul des performances par rapport à la prélevée. Voilà, le Pontos défi est celle qui sort en tête, suivi du Mercure défi. Et le Fos de Bulbury est un petit peu en retrait par rapport à ces 2 autres. Voilà. Donc voilà un petit peu les éléments essentiels que je voulais vous partager. Et oui, pour finir, les programmes. Donc là aussi, de même qu'en Régras, voilà. Alors, dans les situations, voilà, vraiment en forte pression, on voit quand même que les programmes apportent un plus. Hein, si on considère que, voilà, sur des situations très infestées, il faut quand même passer le cap des 90% pour arriver à des niveaux de contrôle compatibles pour éviter des pertes de rendement et puis des montées à graines trop importantes pour les années suivantes. Voilà, voilà, la prélevée ou la post-solo ne le suffit pas. Donc là, on voit que des solutions type Matheno suivi d'un défi Bflex ou défi Codex suivi d'un Pontos Schwartz. Donc Schwartz, je rappelle, c'est le chlortoluron. Voilà, font partie des solutions qui permettent, voilà, d'assurer en moyenne de franchir en moyenne la barre des 90%, donc d'atteindre des niveaux de performance qui permettent de garder le contrôle en situation très infestée, très envahie. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire concernant les derniers résultats acquis sur notre réseau sur ces 2 graminées principales que sont le Régras et le vulpin. Voilà, donc je suis à l'écoute des questions s'il y en a. Il n'y a pas de questions qui ont été posées pendant ta présentation. D'accord. Il y a un petit décalage bon, qui se fait, mais même ceux qui auraient pu poser des questions au début de la présentation ne se sont pas manifestés s'il y en avait. Voilà. D'accord. Donc, on va passer à la partie ravageur. S'il y a des questions sur les désherbages, vous n'hésitez pas à les noter dans le chat, on les traitera par la suite. Et donc, Eva, merci beaucoup Jean-Luc, pardon. Et puis du coup, Eva, si tu veux bien prendre la parole sur cette problématique conséquente de l'automne en général, qui est tout ce qui est ravageur. Oui, bonjour à tous. Alors, donc du coup, pour ce petit live, je vais vous parler plus précisément de jaunisse nanisante de l'orge. Bon, c'est vrai que l'année dernière, on n'était pas sur une situation forcément à risque, hein, je vais revenir un petit peu dessus. Mais voilà, il faut être vigilant, d'autant plus dans des situations où voilà, on aurait envie de venir semer très tôt, etc. Donc voilà, donc je voulais vous rappeler un petit peu à la fois la campagne qu'on a vécue et puis les solutions qui sont à notre disposition pour le moment et celles qui sont un peu plus en recherche. Donc si je reviens un petit peu sur la campagne qu'on a vécue, je vous présente ici sous une forme de graphique, hein, donc en abscisse, ce sont les décades. Voilà, depuis fin octobre, hein, jusqu'au mois de février. Et puis, en ordonnée, vous avez les moyennes de température par décade. Voilà, donc ça donne une ordre d'idée un petit peu de l'état de chaque année, on va dire, enfin de l'état de la campagne de l'automne.
Donc vous retrouvez en fait, alors on a mis une petite flèche, hein, grosso modo quand on est plutôt au-dessus de ces 9-10 degrés de moyenne par décade, ben, en fait on se situe voilà, plutôt dans des années où il y a eu des dégâts assez forts. Donc on retrouve l'automne 2014, l'automne 2019 où on voit qu'en fait au final on était toujours plus ou moins proche, hein, de cette médiane, on va dire, et on a même eu une remontée des températures déjà sur le mois de janvier. Je vous ai mis en comparaison l'année 2021 qu'on vient de passer, où on voit que finalement, en fait, très rapidement, déjà sur novembre, début novembre, on a eu des baisses quand même significatives de température qui sont prolongées. Donc, il n'y a pas eu de remontée comme ça a pu être le cas, par exemple, en 2014, là, courant novembre. Et qui ont fini par s'abaisser progressivement avec même des températures très très froides, hein, enfin très très froides, pas habituelles en tout cas depuis quelques années, qu'on a connues sur la période de janvier. Donc ça a laissé présager quand même une année plutôt à faible dégâts, bien que vous savez que la transmission de la jaunisse, c'est le développement des symptômes est lié à plusieurs facteurs, hein, qui sont complexes. Donc l'indication de la température nous permet de situer un petit peu les niveaux de colonisation et puis de multiplication en parcelles des pucerons. Mais après, il y a bien d'autres facteurs qui jouent, notamment le facteur virus, le complexe de virus qui est présent dans les pucerons eux-mêmes et le type de puceron. Donc notamment, voilà, c'est les facteurs qu'on étudie actuellement. Donc si je reviens sur l'année climatique et sur la diapo suivante, juste pour vous montrer un petit peu comment se situe finalement l'année climatique qu'on a vécue par rapport à nos essais, alors qui sont des essais semés précocement, qui sont semés à Montance depuis de nombreuses années, qui nous permettent de suivre un petit peu l'état de la campagne, en sachant que voilà, on se met en conditions un peu extrêmes. On vient semer précocement de l'orge sensible. Donc on sait que parmi les espèces les plus sensibles, l'orge sensible est celle qui perd le plus de rendement. Et donc vous voyez que voilà, en fonction des années, on vient regarder l'évolution du pourcentage de plantes habitées par des pucerons. Et ça nous donne une indication, puisqu'on sait que, et vous le savez, il y a des seuils, hein, qui nous permettent de déclencher les traitements, qui disent que quand on est au-dessus de 10% de plantes habitées, on risque d'avoir des pertes importantes et on peut être amené à intervenir avec un traitement chimique au-dessus de 10% de plantes habitées ou plus de 10 jours de présence. Et vous voyez, ici, on voit bien le pourquoi du comment de ces seuils-là. Donc, si on regarde bien, hein, on a des années pour lesquelles on a été amené à dépasser complètement le seuil de pourcentage de plantes habitées sur des semis précoces. On est tombé jusqu'à quasiment 70% de plantes habitées, donc des infestations très fortes, avec des pertes de rendement qui peuvent être de l'ordre de 26 quintaux, 27 quintaux. Et pour autant, des situations, donc notamment 2016, où en fait on a très peu dépassé, un petit peu dépassé, mais voilà, légèrement. Et puis en fait, le seuil est resté bas, on va dire en dessous des 10, mais pas tout à fait nul pendant un long temps. Et on voit que là, on peut avoir voilà, des dégâts de l'ordre de 36 quintaux, en fait, en tout cas maximum 36 quintaux hectares. Voilà. Donc on retrouve un petit peu nos années, hein, l'automne 2019, 47 quintaux de pertes, là encore où on voit des seuils qui ont été dépassés à la fois par le pourcentage de plantes habitées, mais aussi par l'automne très très doux qu'on a vécu, et donc la présence prolongée des pucerons pendant ces périodes-là. Si je prends 2021, du coup, pour regarder un petit peu voilà, le niveau de perte, on voit qu'on a eu quand même des dépassements, hein, des dépassements qui étaient de plus de 20% là, plutôt début novembre. Et puis, je vous disais tout à l'heure, l'année climatique a fait que
assez rapidement, début novembre, on a commencé à avoir une perte importante de température. Et donc et des pluies qui ont un peu voilà, limité aussi les déplacements. Et ce qui fait que voilà, on arrive sur cette année 2021 à 8 quintaux de perte, donc ce qui est plutôt relativement bas, hein, puisque c'est là, donc toujours atypique. On est plutôt voilà, 6 années sur 11 avec des pertes de rendement qui sont supérieures à 20 quintaux, dans des situations, je rappelle, de semis précoce et d'orge sensible. Donc, je vous disais tout à l'heure, le déclenchement de symptômes et de conséquences sur le rendement pour la JNO, elle est liée à plusieurs facteurs. Donc, parmi les facteurs qu'on étudie aussi, c'est la typologie des pucerons qui sont présents, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, chaque puceron a des affinités voilà, avec certaines particules virales, on va dire. Donc, il y a plusieurs particules virales qui sont plus ou moins agressives en fonction des années et en fonction du climat aussi. Et donc, vous voyez, en fait, là, je vous ai repris donc, les essais de montance et on voit que c'est vrai qu'habituellement, on est plutôt sur une présence un peu variée, c'est-à-dire qu'on a à la fois du Rhopalocifum paddy, un petit peu de Cytobion avéné, voilà, ou aussi du maïdis qui arrive de temps à autre. Mais c'est vrai que cette année, cet automne 2021, on a eu plutôt une majorité de Cytobion avéné, voilà, qui dans ses caractéristiques en fait est connu pour être peut-être un peu moins actif sur son déplacement. Donc voilà, c'est pas le seul facteur explicatif, mais voilà, il se trouve que cette année est un peu exceptionnelle par rapport ces 2 dernières années là sont un peu exceptionnelles par rapport à la présence massive de Cytobion avéné. Donc si je reviens du coup sur un petit peu les principales techniques de lutte, on va dire, et facteurs à risque. Dans les facteurs à risque, en fait, c'est l'automne doux, hein. On sait que les vols, la colonisation se fait à partir du moment où il y a plus de 12 degrés. Donc, vous savez qu'il y a des suivis qui sont faits par plaque Anguier qui nous donnent un petit peu une idée du moment où les pucerons arrivent sur la parcelle, ce qui ne veut pas dire que derrière il y a forcément une conséquence dégâts immédiates, mais voilà, ça nous donne une arrivée des pucerons ailés sur la parcelle. Et puis, voilà, plus l'automne est doux, plus on peut avoir des multiplications importantes. Donc, je vous ai remis ici à droite un graphe qui vous montre en labo une expérience qui a été faite là sur des pucerons femelles, puisque ce ne sont que les femelles qui font des petits pucerons. Donc voilà, un puceron femelle, finalement, en fait, plus la température est élevée, plus elle va se mettre à produire en fait des pucerons de façon très exponentielle. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, quand on est à 25 degrés, donc vraiment des automnes relativement chauds, on va dire, si on compare ça alors, à ce qu'on peut voir en labo, on peut être amené à avoir plus de 800 pucerons qui est produit par un seul puceron femelle, hein, en 20 jours. Voilà, donc pour vous donner un ordre de grandeur, alors que si on est à 10 degrés en moyenne en température, eh bien on n'est plus qu'à 20 pucerons en 20 jours. Donc ça vous donne aussi une indication par rapport à cette histoire de semis précoce aussi, puisqu'on sait très bien que plus on vient anticiper les semis, plus on vient se retrouver dans des climatos qui sont quand même plutôt sur des températures encore un peu chaudes. Et donc, on a un double effet, quoi. C'est-à-dire que d'une part, on met une plante en présence, on va dire, de pucerons qui peuvent être là éventuellement s'il y avait eu des réservoirs à proximité, etc. Donc cette année, hein, les réservoirs, on les connaît, hein, ce sont des repousses de céréales, enfin on les connaît majoritairement, hein, repousses de céréales, des graminées sauvages, voilà, éventuellement des bordures de haies où voilà, ils peuvent stationner. Donc si la proximité est immédiate et que finalement ils arrivent en fin d'été avec plus trop rien à manger et puis ils se retrouvent en contact direct avec une céréale qui vient tout juste de lever,
on peut avoir voilà, des départs de pucerons de ces réservoirs jusqu'à ces semis. Et donc forcément, avec des températures un peu plus chaudes, ben, on vient favoriser en fait la multiplication de ces pucerons-là. Et enfin, ben, plus le puceron est là, plus potentiellement il peut rester là, se nourrir, se déplacer. Et donc, par la force des choses, en fait, on vient accentuer le risque. Et donc, c'est ce que je vous montre en bas, là, c'est différentes dates de semis, entre une date de semis précoce et une date de semis plus classique. Donc, on reviendra sur les dates de semis, mais voilà, sur orge sensible, hein, des différences qu'ils peuvent avoir. Donc, en préventif, donc bon, l'élimination des repousses cette année, c'est vrai que ça ne sera peut-être pas tout à fait la problématique. On évite les semis précoces cette année, et je pense qu'il faudra encore réinsister là-dessus. Sur orge, vous savez que donc on a maintenant une gamme de variétés tolérantes qui nous permettent d'éviter les situations qu'on peut voir ici. Néanmoins, il ne faut pas imaginer que parce qu'on a une variété tolérante, on peut semer précocement. Donc, bien rappeler hein, que le principal levier, ça reste de ne pas semer précocement et de semer dans les périodes de semis qu'on conseille. Et puis sur blé tendre, il y a une variété qui est à l'étude actuellement, qui a une résistance partielle à la jaunisse, et je vous en parlerai tout à l'heure. Juste pour rappeler que effectivement ces variétés, hein, elles ne sont pas tolérantes au virus de la cicadelle, donc d'où l'importance de quand même aller vérifier dans les parcelles. Alors un petit point rapide, puisque je vois le temps qui passe, sur le blé et la résistance partielle. Donc sachez que voilà, il y a des variétés australiennes qui ont été développées, voilà, qui contiennent un gène de résistance BDV2. Il y a un petit moment de ça, que la première variété européenne en blé tendre a été proposée au Royaume-Uni en 2020, et que donc en France, on a RGT Twiteo, qui est une variété qui est en cours d'évaluation, qui semblerait être résistante partielle à la JNO. Donc on a mené des travaux cette année, et il faudra qu'on les poursuive, puisque vous avez vu que la campagne était plutôt sur de faibles incestations, donc on ne peut pas conclure à l'heure actuelle hein, sur cette variété-là. Et on s'interroge également voilà, sur les risques de contournement des virus en tant que tels. Donc voilà, c'est des choses qu'on étudie également, et voilà, on risque d'être en mesure voilà, de proposer plutôt sur la campagne prochaine, donc avec une année de plus, à la fois des mesures d'accompagnement de ces variétés-là, et puis des résultats voilà, sur cette variété de blé tendre partiellement résistante. Voilà. Et enfin, donc, je finirai sur les actualités réglementaires, donc brièvement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées, mais voilà, un petit point d'actualité sur des fins d'utilisation de produits. Voilà, je n'en pas plus dans le détail, et je vais laisser la place aux questions s'il y en a. Tu as eu une question qui a été posée en ligne sur les pressions, mais qui a peut-être répondu entre-temps sur les premiers graphiques que tu présentais, en disant, enfin, c'était une remarque, hein, est-ce que par rapport à la pression plus forte qu'on a eue en 2021, il y a moins de pertes de rendement qu'en 2016? Oui, tout à fait, oui. En 2016, en fait, on a eu dans le temps des températures un peu plus clémentes plus longuement, donc on a eu effectivement un peu plus de dégâts. Ce que j'ai pas dit, c'est que donc vous avez compris, on regarde la présence de pucerons ou la durée de présence de pucerons, mais voilà, il y a des facteurs qu'on étudie actuellement qui sont les virus qui sont présents dans ces pucerons-là, qui sont multiples, qui sont diversifiés, qui sont plus ou moins agressifs en fonction des situations. Et donc on sait notamment maintenant que voilà, l'aspect température, par exemple, joue sur la multiplication du virus, et qu'il y a un système de concurrence qui se met en place, et parfois des niveaux d'agressivité qui sont liés à la présence de plusieurs virus au sein des plantes.
Et ensuite, tu as une question là qui vient d'arriver aussi sur la cicadelle. Est-ce que finalement, est-ce qu'elle a un risque qui est égal au puceron ou pas? Enfin, comment Alors, penser? la cicadelle, en fait, on a effectivement des fonctionnements qui sont un petit peu similaires dans le sens où elle est sujette également à des... Enfin, elle aime également les fortes températures. Donc ça c'est aussi un fait sur ces espèces-là. On a souvent remarqué que on a des cicadelles qui viennent plutôt sur des secteurs exposés sud avec voilà, des versants au soleil, on va dire, qu'elle aime toujours un peu le soleil. En termes de dégâts et de fonctionnement, on a des dégâts qui peuvent être également importants. Je dirais peut-être un peu moins, enfin un peu plus ponctuels sur nos secteurs, mais bien qu'il y ait quand même certains secteurs qui soient fortement touchés par la cicadelle. Voilà, on a un petit peu les mêmes méthodes de lutte, c'est-à-dire on évite les semis précoces, on va avoir également la présence de réservoirs qui vont venir la favoriser, donc notamment les parcelles qui sont bordées de haies et de bois. Et donc voilà, on étudie aussi la cicadelle dans le cadre d'un projet de recherche qui est en cours, où là encore, en fait, on est pour le moment sur des solutions à base de pyréthénoïdes, avec des seuils qui sont pas tout à fait les mêmes, mais voilà, qui sont de l'ordre de 30 captures par semaine et par piège. La difficulté sur la cicadelle, c'est que en fait, de par l'arrivée d'orges, on va dire, tolérantes à la JNO, on constate que parfois on peut avoir un défaut de visite terrain qui fait qu'on peut passer à côté, entre guillemets, d'une arrivée massive de cicadelles qui aurait pu être traitée voilà, à temps pour limiter les symptômes. Si je peux compléter sur les deux secteurs, Eva, que tu n'as pas forcément précisé, où il y a le plus de cicadelles, ça reste le Tarn et le Lauragais. Pour l'ancien Midi. Dans Ouest Occitanie, c'est le Tarn et le Lauragais où il y a le plus de cicadelles qui sont présents tous les ans. D'autres secteurs en ont, mais c'est clairement eux, ces secteurs-là, qui sont en tête de la présence de ces insectes. Il y avait la question sur les espèces. Il s'agit de... Donc, alors, moi, je ne sais pas trop la prononcer, mais voilà, c'est la cicadelle qui est vectrice, en gros, de la maladie des pieds chétifs, hein, donc WDV. Donc, c'est une cicadelle qui a une couleur un peu particulière, avec des taches sombres et qui est une couleur beige. Voilà. Et qui s'appelle Samothetix alienus. Voilà, Aude, elle a le... je rédige le BSB, j'ai le plaisir d'écrire ce mot plusieurs fois par an. Une fois qu'on a... Voilà, il faut juste avoir le deuxième, enfin bref, Samothetix alienus. C'est cette cicadelle-là qui fait des dégâts. Alors j'en profite parce que je vois la question, Mathieu, Oui. avec la sécheresse actuelle, parce qu'on peut dire qu'il y aura moins de pression puceron cette année. Effectivement, on pourrait supposer cela, mais l'histoire nous a appris que la présence la non-présence de repousses de céréales ou de diverses graminées sauvages est un facteur effectivement limitant, mais ne fait pas tout. Et donc, voilà, il faut toujours avoir une certaine vigilance. C'est sûr que ça nous met dans des situations peut-être un peu plus confortables, sachant qu'on a eu quand même de fortes températures, donc qui ont pu réguler un petit peu les populations, mais voilà, néanmoins, il faut garder la vigilance. Okay. Avant de passer sur la dernière partie, peut-être Mathieu, on peut voir avec Jean-Luc pour les questions qui portaient sur le désherbage. Oui. Oui, il y avait
il y avait une question entre-temps, sur la poursuite de l'essai que tu as montré, là, sur la combinaison de leviers. Est-ce que c'est des essais qui sont poursuivis? Et si oui, quelles modalités sont imaginées? Alors cet essai s'arrêtera à la récolte 2022 parce qu'effectivement, voilà, on a, compte tenu de tout ce qui a été empilé au cours du temps, voilà, ça paraissait quand même compliqué de le prolonger au-delà de ce qu'on a fait. Donc effectivement, il s'arrêtera, mais voilà, il y aura d'autres essais, voilà, travaillant sur la combinaison de leviers qui seront mis en place la prochaine campagne. Là, on peut dévoiler qu'il y aura probablement un essai sur Montance dans le Tarn là, qui va travailler la combinaison avec du désherbage mécanique à base de binage, donc sur des problématiques graminées, régras plutôt, et également probablement un essai combinaison de levier sur Baziège, là autour de Baziège, mais plutôt avec l'utilisation de la RC-Tri, voilà, dans le cadre de programmes combinés avec du désherbage chimique. Ok. Merci. Vas-y Mathieu, pardon, je ne voulais pas t'interrompre. Non, c'est bon. Ok, on va passer sur la dernière partie, qui sont les conseils de semis. Alors, conseils de semis pour tout ce qui est céréales. Je vais donc commencer avec les blés tendres et les blés de force. J'ai toujours tendance à séparer les deux. Alors, assez classiquement, nous avons nous sommes un peu normands sur les dates de semis, donc pas trop tôt, pas trop tard. C'est-à-dire que, bah oui, il faut trouver la bonne date. Alors évidemment, ça s'adapte et c'est assez compliqué à trouver le bon créneau. Cette année, nous savons que tout le monde est prêt parce que quand il va se mettre à pleuvoir, bah, peut-être que ça ne s'arrêtera plus jamais, en tout cas pendant quelques semaines. Donc, ce qui nous importe, c'est vraiment d'essayer de trouver au mieux le compromis. Donc, Jean-Luc en a déjà parlé sur le salissement, Eva en a déjà parlé sur les pucerons et les insectes en général. On peut rajouter également que sur certains semis précoces, il y a plus de maladies, notamment tout ce qui était rouille et septoriose. On sait très bien que les dates de semis les plus précoces, ne serait-ce qu'à travers le BSV, c'est là où il y a les premières maladies qui arrivent et de façon beaucoup plus forte. On peut être sujet à des gels, notamment début montaison, que ce soit sur les blés durs ou sur les blés tendres les plus précoces. Donc tout ça, c'est lié aux semis les plus précoces. Tout ce qui est semis tardif, il peut y avoir des problèmes de levée, il peut y avoir des problèmes de gel. En général, on ne sème pas tardivement pour le plaisir. C'est déjà qu'il y a des soucis au niveau des pluies et donc on peut aussi semer dans de mauvaises conditions et cela peut avoir des impacts sur l'implantation. Donc, ni trop tôt, ni trop tard, une fois que j'ai dit ça, ça ne va pas vous avancer beaucoup. Donc, ce que l'on regarde également, c'est des dates idéales. Et une fois qu'on a dit les dates idéales, c'est bien sûr à adapter en fonction des types de sol et des orientations des parcelles, des pagaires, des versants sud étant beaucoup plus chauds que des versants nord, des semis-directs se faisant sur des sols plus frais, donc se sème en priorité. Donc tout ça, c'est des choses dont il faut être attentif. Au niveau des variétés de blé tendre, donc en gras, c'est les variétés de blé de force. On voit que la majorité sont quand même très précoces à épiaison et c'est des blés qui en montaison redémarrent vite. Donc c'est bien pour ça que je sépare souvent les blés de force parce que c'est clairement un groupe. Il vaut mieux semer début novembre. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des blés qui peuvent redémarrer très vite. On a déjà vu des blés de force mi-février être au stade épi 1 cm pour des semis précoces. Donc, pas avant début novembre, on se retrouve avec tous les blés très précoces à épiaison ou précoces à épiaison, mais très précoces à montaison. Donc, vous avez toute cette zone-là. Il y a également quelques blés tendres, type Gréco, type Soleillo qui n'est plus trop cultivé, ou Prestance pour une variété qui est encore très présente et qui va être de plus présente cette année. Donc, sur ces variétés, si possible, pas avant début novembre, parce que c'est des variétés qui sont sujettes à une précocité montaison importante. De façon intermédiaire, on a toutes ces variétés, donc évidemment c'est le gros des variétés du sud, donc précoce à épiaison, précoce à montaison.
Donc, à partir du 25 octobre, alors on peut être sur du 24, mais on veut dire à partir du fin de mois, aucun problème pour semer ces variétés-là. Donc, on a toute la liste. Entre parenthèses, c'est des variétés qu'on n'a eu qu'une année. Donc, on manque un peu de recul encore sur leur précocité. Mais clairement, on peut les semer. Voilà, à partir du 25 octobre, on est bien. Et ensuite, vous avez tout le groupe des variétés qui sont plutôt tardives en montaison, donc qui ne vont pas démarrer tôt, qui vont attendre que la durée du jour s'allonge pour redémarrer. Et donc là, on peut commencer plus tôt à semer ces variétés, à condition, évidemment, de ne pas être sur une parcelle très sale en graminées, parce que sinon, on peut avoir donc des problèmes de salissement. Et ça ne sera pas lié à la variété, ça sera clairement lié à la parcelle. Donc voilà pour les 3 grands types de dates de semis et de variétés liées. Au niveau des densités, donc ça dépend de plusieurs facteurs. Donc la densité de semis à choisir va dépendre de la date de semis. Plus on sème tôt, plus le blé va avoir le temps de taler, puisque le talage se fait avec des degrés jours. Donc plus vous allez cumuler des degrés jours, plus le talage va être conséquent. Donc quand vous semez, je vais être un peu extrême, autour du 20 octobre, on peut se permettre de semer une densité bien moindre que lorsque vous êtes au 20 décembre, puisque le talage sera largement supérieur. La densité de semis va dépendre également du sol, puisque on sait très bien que les sols type boulbène sont plus froids et vont avoir un moindre talage. Donc, il vaut mieux semer plus épais lorsqu'on est en boulbène par rapport à des argilaux. Le climat du secteur va jouer également. Plus vous vous retrouvez en altitude, plus le climat est frais, donc moins de degrés jours cumulés, un moindre talage, et donc, encore une fois, une densité de semis à adapter. Tout ce qui est qualité d'implantation va jouer également sur la densité de semis. La pression ravageur, comme les limaces par exemple, également. Plus il y a de mottes, plus il risque d'y avoir de limaces également. Et enfin, la faculté germinative, ça va jouer, puisque je vais parler de chiffres par la suite, je considère qu'on est à une densité, à une faculté germinative autour de 95%. Certaines années, comme l'année dernière, on n'y est pas. Donc, quand on n'y est pas, il faut multiplier les densités souhaitées par les facultés germinatives pour être sûr d'avoir le nombre de plantes levées souhaitées à la fin. On ne considère pas que le PMG joue sur la densité de semis, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on aura un petit grain qu'il faudra le semer plus dense. Vous allez le semer plus dense si vous ne prêtez pas attention au nombre de grains par mètre carré, mais ce n'est pas une surdensification des petits grains, par exemple. Ça se fera automatiquement, mais ce n'est pas forcément souhaitable. Donc, par exemple, si on a un objectif de peuplement de à peu près, je serais plutôt ici, 260 plantes par mètre carré, on va regarder si on est plutôt sur 10% de perte ou 30% de perte. Et ensuite, du coup, ça va nous induire un grain semé. Et c'est là où le PMG va arriver. Donc, en général, par rapport aux densités de semis, on ajoute à peu près 10% si le sol est motteux et à peu près 10% si on sème plus profondément, c'est-à-dire plus que 2 cm, notamment si on compte passer une RC-tri, puisqu'on sait qu'il y a des pertes. Et donc, la faculté germinative, ce qui est indiqué là, doit se recalculer si on est des années où elle est très basse. Cette année, les grains sont petits, mais par contre, la faculté a l'air bonne, voire très bonne. Pour donner des densités, on va dire, préconisées dans le sud-ouest, en blé tendre, avec une faculté germinative qu'on considère autour de 95%, lorsqu'on est sur un peuplement de plantes souhaité de à peu près 170 par mètre carré, on prévoit de semer autour de 220 grains mètre carré sur des semis classiques en argile et autour de 250 en boulbène. Donc, c'est des chiffres qui doivent être, bien sûr, donc, accentués si vous avez des mottes ou beaucoup de ravageurs, ou les deux. Donc, c'est des préconisations. Ce qu'on sait, c'est que si vous semez plus que ces densités-là, c'est souvent au détriment de la tenue de tige de la variété, parce que plus c'est semé dense, plus les variétés ont tendance à verser par la suite. Nous avons testé cette année, donc sur tous nos sites du sud-ouest, nous avons testé des variétés à moins 50%. Donc les hybrides, comme Illigo, dans nos essais, nous les semons à moins 30%.
Donc, nous avons testé à moins 50, donc on était à 280 grains mètre carré en moyenne. Et donc, nous sommes allés en densité classique, nous étions donc à 50%, à 30% de 280 grains. Donc, je vous laisse faire le calcul, je ne l'ai pas en tête, j'avoue. Et au niveau de la densité réduite, donc là, on était à 140 grains. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la densité d'épis, bien sûr, en densité réduite, il y en avait moins, il y avait moins d'épis, il y avait moins de grains par épi. Par contre, il y avait un petit plus sur le PMG. Et au final, le rendement, il y avait uniquement 1,5 quintal d'écart entre la densité classique et la densité réduite. Nous avons fait le même exercice avec Césario, donc une lignée. Et cette variété-là a un bon talage. Donc, ce qu'on peut voir en densité donc classique, 280 grains mètre carré, elle avait vraiment une bonne densité d'épis. En densité réduite, elle était un petit peu inférieure, mais par contre, elle se rattrape sur le PMG, même cette année. Et au final, là, on était autour de 1 quintal de moyenne, 1,2 quintal de moyenne d'écart entre les deux densités sur 7 sites. Donc, on peut quand même on peut confirmer le fait que lorsque tout va bien, parce que dans nos essais, en effet, on surveille les ravageurs de près, il y a peu de mottes en général, mais lorsque tout va bien, on peut voir qu'une densité réduite ne pose quasiment aucun souci avec les variétés actuelles. Alors, hop, un petit point de PMG. Pourquoi? Parce que cette année, je pense que tout le monde a remarqué, je pense en effet, que les PMG sont petits, voire très petits en blé tendre. Donc, quand je dis petit, voire très petit, il faut voir que le PMG moyen de nos essais blé tendre, on est à 31. Donc, poids de 1000 grains, on est à 31 grammes de moyenne dans le sud-ouest dans nos essais. Donc, très, très, très petit PMG, puisque en général, on considère qu'un PMG petit, c'est 40 grammes. Et la moyenne de nos essais tourne souvent autour de 42-43 en moyenne. Donc là, on est sur un tout petit PMG. Et c'est un point qui nous paraît important, en tout cas qui me paraît important pour insister lourdement dessus, c'est que toutes les personnes qui vont utiliser des graines de ferme, il est très important de connaître le PMG. Je vais m'expliquer. Donc là, je vous montre au niveau des variétés, que ce soit blé tendre ou blé de force, on avait la même diminution, c'est-à-dire à peu près moins 10 points entre du blé tendre de l'année dernière et de cette année. Donc, ce qu'on peut voir, des tout petits grains, par exemple, sur Césario, Complice 33, d'habitude, il est plutôt à 44. Donc, on voit quand même des variétés qui ont des tout petits grains qui germent plutôt pas mal. Donc, tout ça pour en arriver à, si je sème autour de 250 grains mètre carré, une fois que j'ai calculé en fonction de la faculté germinative, de savoir si j'ai des ravageurs, de mon type de sol, si je décide de semer autour de 250 grains par mètre carré, avec un PMG de 48, je suis autour de 120 kg. Avec un PMG de 28, je suis à 70 kg. Ça fait 50 kg d'écart, ce qui n'est pas négligeable. Loin de là, vu le coût des semences, et c'est surtout non négligeable parce que les surdensités peuvent être très facilement atteintes. Lorsqu'on sème un peu plus épais, autour de 350 grains au mètre carré, avec un PMG de 48, on est à 168 kg, et avec un PMG de 28, on n'est toujours pas à 100 kg par hectare. Donc j'insiste lourdement, parce que lorsqu'on a un PMG de 28, et ça arrive cette année, notamment les Bologna, mais pas que, si je sème 120 kg, on va dire comme d'habitude, en densité semée, on est autour de 430 grains par mètre carré. Et donc là, on peut espérer avoir des limaces et des mottes pour diminuer au final les plantes mètre carré, parce que sinon, le risque de verse, il devient très important. Donc, j'insiste, sachant que tout ce qui est semences à acheter, les PMG sont indiqués sur les sacs. Donc, ce qui viendra d'autres régions, par exemple le nord de la France, les PMG seront plutôt normaux. Mais tout ce qui vient du sud-ouest, les PMG sont souvent très bas. Donc, attention là-dessus. Un autre point de surveillance, je vous ai juste mis l'échelle de résistance à l'averse et ensuite les PMG associés. Donc là, j'ai mis un trait, juste manière de décider aléatoirement ce trait-là. Donc, c'est-à-dire que là, on est en moyenne de PMG France cette année. Donc, on est sur des petits grains en dessous, je dis, de 43. Ce qu'il faut voir, c'est que des variétés qui ont des tout petits PMG associés à ces mêmes variétés qui peuvent être sensibles à l'averse,
ça peut être assez explosif. Donc, on a des variétés comme Ténor, Pactéo, Balzac, Mousqueton ou Marmiton qui sont sensibles à l'averse et qui ont des petits PMG. Donc, vous pouvez atteindre des densités de semis importantes sur ces variétés qui sont associées à des risques de verse conséquentes. Donc, soyez attentifs sur ce point. J'insiste peut-être un peu trop lourdement, mais ça me paraît clairement quelque chose d'important cette année. Et dernier point qui peut être très utile, c'est que vu qu'il y a pas mal de paramètres quand même à prendre en compte pour calculer les densités de semis optimales, il y a un petit outil sur le blé tendre qui s'appelle, on est très original dans ce nom-là, donc cet outil s'appelle densité de semis de blé tendre. Et donc, c'est sur le site oad-arvalisinfo.fr et vous marquez donc votre secteur géographique, le type de sol, les dates de semis que vous souhaitez, c'est des cas types. Et ensuite, on va vous demander également si vous avez des mottes, si vous avez des risques ravageurs et votre faculté germinative. Et ensuite, ça va vous donner la densité de semis optimale. Donc, ce petit outil gratuit est à votre disposition, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Voilà pour le blé tendre. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Il y a une question qui a été posée entre-temps sur l'augmentation par rapport à l'augmentation du coût de l'azote. Est-ce qu'il faut semer plus clair pour être dans un optimum économique? Je pense que c'est valable pour toutes les... oui, ça sera valable blé pour... dur, voilà, c'est valable pour tout le monde, quoi. Ça sera valable pour tout le monde. Et l'optimum économique, il serait déjà surtout sur la quantité de semences, en fait. Si on commence déjà à semer pas trop épais, on va gagner de l'argent par rapport au quintot. Donc déjà, l'optimum économique, c'est déjà sur la quantité de semences. Donc ça, c'est le premier point. Et par rapport à l'azote, ça va se faire par rapport au rendement. Ce n'est pas parce qu'on va semer plus clair ou plus épais qu'on aura plus de rendement ou moins. Voire, si on sème plus épais, on risque d'avoir des risques de verse plus importants. Donc au niveau économique, il faudra mettre un régulateur. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément un intérêt de semer plus clair pour l'azote, mais je peux avoir un avis différent. Non, c'est ça. Après, on peut pas, que ce soit pour les autres espèces, c'est pareil. Hein, on ne peut pas jouer sur la densité pour le potentiel. C'est-à-dire que la relation n'est pas linéaire. C'est pas parce que si votre objectif c'est de mettre moins d'azote et donc d'avoir un potentiel moins important, c'est pas parce que vous diminuez de 20%, 30% ou 50% votre densité de semis que ça va avoir un impact sur le rendement de 50% ou même de 10%. Enfin, il y a des années où une diminution de la densité de semis n'a aucun impact sur le rendement. C'est la façon dont est construit l'optimum de densité de semis, c'est une zone où on sait qu'on prend le moins de risques possible pour le potentiel. Donc avec tous les aléas qu'il peut y avoir derrière, mais ce n'est pas parce qu'on sème plus dense ou moins dense qu'on aura plus ou moins de rendement. Voilà, donc ça me paraît délicat de jouer aujourd'hui dès le semis pour viser un potentiel différent parce qu'on veut jouer sur l'azote plus tard. Oui, tout à fait. Moi, déjà, je sèmerais plutôt clair, dans tous les cas, pour commencer. Enfin, en tout cas, pas trop épais. Ça permettra d'éviter certaines choses, en tout cas en blé tendre. Je pense qu'il y a une remarque qui également. Il y a une remarque. Alors, c'est une remarque sur ton tableau de Jérôme. De tolérance à l'averse sur la variété Gréco. Qui a l'air plus sensible que ce qui est montré là. Voilà. Après, oui, a priori, Gréco ici serait plus sensible en parcelle que ce qui est noté là, sachant que ça me permet de faire un point sur nos échelles en général. Nos échelles sont faites par rapport à tout ce qui est remonté de tous les essais France entière. Donc, il est possible que sur certains secteurs, cette variété a un petit peu plus versé que sa note, sachant que moyennement sensible, il suffit qu'on soit en excès d'azote et en excès de densité, je reviens sur mon sujet, pour que la variété verse. À ce niveau-là, on est sur du moyen, c'est-à-dire que une variété qui est moyennement sensible peut verser lorsque les conditions sont favorables à la verse. Lorsqu'on change et qu'on passe à variété assez résistante, lorsque les conditions sont favorables à la verse, là, on atteint des variétés qui commencent à mieux tenir. Mais vraiment, Gréco est quand même plutôt moyen, moyen plus, mais moyen sur la verse. Sa note peut évoluer en fonction des années et en fonction des cas.
C'est pareil en rouille brune. Souvent, les notes rouille brune, parfois, les notes rouille brune sont trouvées trop hautes par rapport à ce qu'on voit dans le sud. Il faut voir que d'autres secteurs ont également de la rouille brune, mais parfois des souches différentes. Et donc, c'est une globalité qui permet de faire les échelles. Donc, parfois, il y a peut-être des écarts entre ce qu'on voit sur le terrain et la note de la variété. Donc, ça veut dire que systématiquement, ce n'est pas parce qu'une variété a une bonne note qu'il ne faut pas aller voir dans les parcelles. Ça marche avec nous. Il y a une question aussi qui vient d'être posée sur l'intérêt ou non de moduler la densité de semis, comme cela peut se faire en culture de printemps. Et alors, pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse, on n'a pas beaucoup d'essais en intraparcellaire. Oui, en intraparcellaire, c'est une modulation intraparcellaire. On n'a pas beaucoup d'essais qui ont étudié ce facteur-là à l'intérieur d'une même parcelle. Il y a eu quelques essais qui ont été faits dans le centre et l'est en grande parcelle en faisant des bandes non modulées, bandes modulées pour voir les différences qu'il pouvait y avoir en fonction des parcelles. Globalement, on voit pas grand-chose. Ça va dépendre des années. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des années où ça répond, des fois ça ne répond pas. Parce qu'en fait, la culture met quand même plus de temps à s'implanter qu'une culture de printemps. Donc, en fait, elle a des capacités de compensation beaucoup plus larges qu'une culture de printemps. Et en fait, ça se voit forcément quand on a des parcelles qui sont très extrémisées en termes de potentiel ou en termes de comportement. Si vous avez une zone qui est plus hydromorphe et le reste non, ben là, il va y avoir un intérêt. Ou des zones à très très fort potentiel et d'autres à très très faible potentiel. Effectivement, il n'y a pas forcément la même quantité de pertes, on va dire, à la levée. Mais ça va plutôt dépendre, c'est plutôt dans les situations très extrêmes. Et voilà, c'est pas tout le temps. Des fois, on le voit, des fois, on ne le voit pas. Mais voilà, il y a eu quelques années d'essais comme ça, et on n'en a pas 50 pour dire ça. Donc, mais globalement, on a quand même à partir du principe que quand on sème à l'automne, ben, on a un peu plus de temps pour mettre en place les composantes. Parfait. Du coup, je te laisse continuer, Mathieu, avec la partie blé dur. Je continue donc. J'ai fait moins long que toi, puisque tu as déjà pas mal donné d'informations sur les spécificités de la campagne. Je vais juste remettre sur une diapo les préconisations de date de semis des différentes variétés de blé dur. Toujours, c'est pour s'adapter, comme l'a montré Aude tout à l'heure, pour s'adapter aux précocités montaison et piaison de chaque variété. Donc, il y a des variétés qu'on va devoir semer plus tard et surtout ne pas semer trop tôt, notamment les variétés les plus précoces. Donc, c'était à l'image de Sculpture qui est plus développée, mais qu'on peut encore trouver chez certains producteurs. Mais par exemple, RGT Vanur, qui est une nouveauté qui est précoce aussi. Il ne faut pas la semer à partir du 20 octobre parce qu'on risque d'avoir quelques soucis de développement derrière. RGT Sois sûr, c'est le même principe. Mais sinon, toutes les autres variétés, à partir du 25 octobre, peuvent être semées. Et après, la date de fin de semis va dépendre pareil de la tardivité de la variété. Donc, on sait globalement, alors ça veut dire c'est un optimum, c'est-à-dire qu'on sait que 20 novembre, c'est pas mal pour les variétés qui sont relativement tardives, et puis celles qui le sont un peu moins, ça peut courir jusqu'à fin novembre. Ça, c'est dans un optimum, ou on va dire dans un climat classique. Sachant que, bien évidemment, le blé dur peut être semé jusqu'à très tard. Il peut être semé jusqu'au mois de février, voire février-mars, sans aucun souci, et donner des épis. Et ça va dépendre de l'année, de la possibilité d'implanter dans de bonnes conditions. Mais globalement, il vaut mieux semer tard et en bonnes conditions que de semer tôt et en mauvaises conditions. Et surtout en blé dur, on voit vraiment de grosses différences. Toutes les années où il y a eu des implantations difficiles, vaut mieux se décaler de 1 mois, voire 2 mois en date de semis pour retrouver des bonnes conditions de semis avec un sol bien ressuyé que de vouloir forcer à tout prix pour gagner 15 jours. Et là, on s'aperçoit qu'on peut avoir perdu 10 à 15 quintaux rien qu'en ayant forcé, parce que la levée est très difficile. On a beaucoup de pertes et d'étalages qui sont décalés ou qui sont en très grande difficulté. Mais là, vous avez sur le tableau, on va dire, les optimums de départ. En tout cas, c'est le départ qu'on va regarder. Et puis la fin de semis, elle peut se décaler en fonction des conditions de semis.
Sur la diapo suivante, ce sont les préconisations des densités de semis. Donc là, on va prendre en compte un certain nombre de facteurs qui peuvent influencer des pertes à la levée. On est aujourd'hui à l'objectif, hein, quelles que soient les situations, c'est qui est, on va dire semi-fin octobre, qui est 200 plantes qui lèvent, 200 graines qui donnent une plante viable. Et donc, dans les meilleures conditions, là, on sait qu'on va avoir quasiment pas de perte et que ça va germer à la faculté germinative de la variété. Il faut semer 220 grains. Voilà. Donc 220 grains, on estime qu'il y en aura une petite partie qui ne va pas lever, mais qu'il y en aura 200 à l'arrivée derrière. Et donc, si, là, pareil, toujours fin octobre, hein, bon, j'ai marqué bien évidemment en rouge, c'est déconseillé dans les zones à risque puceron. Hein. Les zones ne sont pas exposées pucerons. Mais dans ces eaux-là, si on va plutôt sur les colonnes de droite, on voit que plus on va amener des éléments qui vont perturber la levée, donc ça va être par exemple les sols superficiels, les sols séchants ou hydromorphes, on va augmenter un peu la densité, 250, pour avoir les 200 derrière, parce qu'on sait qu'on va avoir plus de pertes. Si on a un taux de germination qui est inférieur à 85%, ben là, pareil, il va falloir le réajuster. Donc, si on est sur de la graine de ferme, vous faites un test de germination et vous regardez si vous êtes à 85%, le tableau est bon. Si vous êtes inférieur à 85%, il faut augmenter un petit peu. Et pareil sur les autres colonnes, si on est sur un sol moteux ou soufflé, ben, vaut mieux augmenter de 10%. Si on désire faire un désherbage avec de la RC-trille, ben, vaut mieux aussi augmenter de 10%. Si on a des herbages racinaires où on sait qu'on veut un peu cogner, ou en tout cas on va mettre une forte dose qui risque d'avoir un peu de phyto, ben, vaut mieux aussi anticiper et mettre 10% supplémentaires. Et après, pour les semis tardifs, on a mis une colonne. Effectivement, si les conditions climatiques sont très très défavorables, c'est-à-dire que vous êtes dans la situation où vous forcez un petit peu le semis, il vaut mieux augmenter un petit peu pour éviter justement les pertes de potentiel. Voilà. Et forcément, plus on va aller dans le temps, début novembre, mi-novembre, à fin novembre et décembre, plus on va augmenter progressivement les densités de semis pour s'ajuster à une période de talage qui est plus réduite et donc essayer d'avoir au final toujours nos 200 plantes levées qui donnent un nombre d'épis, enfin un peu plus du coup, mais qui donnent un nombre d'épis qui soit correct arrivé au stade d'épis à centimètre. Voilà pour les densités. Et puis un dernier point aussi, c'est ma dernière diapo, pour vous redire effectivement que, comme l'a dit Aude, c'est important de recalculer les doses de semis parce que les PMG peuvent être assez variables, pas forcément faibles, enfin il n'y aura pas du très important, hein, mais il va être variable en fonction des provenances, en fonction des variétés. Je vous ai mis sur la petite échelle que vous voyez ici, en pluriannuel, dans le sud-ouest, dans les essais, on est plutôt à 47 de PMG. Cette année, la moyenne 2022 est à 35. Donc ça veut dire que, bon, après tri en station de semence, ça sera certainement plus élevé, mais ça va donner une certaine variabilité, sachant que si on prend nos essais, aujourd'hui, en moyenne, relief est à 30 et Mirado est à 40, enfin 39, et envergure à 35. Donc en fonction des variétés, vous allez pouvoir avoir des différences assez importantes. Donc le tableau, c'est la même chose que ce qu'a dit Aude. C'est en fonction de votre PMG et de l'objectif de nombre de grains par mètre carré. Ça vous donne une dose. Et cette année, effectivement, si on reste sur un réglage habituel, qui est par exemple de 150 kg, avec un PMG classique aux alentours de 50, ben, on ne s'aimera pas ce qu'on avait prévu, mais on va plutôt surdensifier aux alentours de 420 grammes mètre carré si on est sur un PMG qui est bas. Donc ça veut dire qu'on risque de surdensifier très fortement si on ne fait pas attention. Voilà. Et c'est tout pour le blé dur, pour laisser le temps aussi de parler de la même thématique sur l'orge et le triticale. Et donc, Régis va prendre la parole pour parler orge et triticale, sachant que en effet, il va y avoir toutes les informations qui vont être communiquées. Je réponds à la question en même temps. Sur l'orge et le triticale, comme ça a été présenté sur le blé tendre. Donc, je laisse la parole à Régis. Oui, bonjour à tous. Dans le fil de l'intervention, je répondrai à la question qui a été posée dans le chat que je viens de voir. Donc, pour l'orge et le triticale, donc tout d'abord, même c'est valable pour toutes les espèces, hein, déterminer
la date de semis, c'est essentiel pour implanter une culture de céréales. Alors, l'objectif, c'est de semer suffisamment tôt pour esquiver les risques climatiques. C'est l'objectif de la date de semis, c'est de se dire je sème suffisamment tôt pour que ma culture arrive à un stade de tolérance au froid, aux excès d'eau, avant l'arrivée de ces événements climatiques. Et en même temps, hein, l'objectif, c'est d'être au stade 3 feuilles au début du talage, avant les grands froids et avant les périodes où il y a des excès d'eau importants qui peuvent pénaliser la mise en place du talage. Et puis, à l'inverse, éviter les autres risques des semis trop précoces. Hein, on l'a évoqué, tout ce qui est JNO, le salissement, les maladies précoces et puis les aspects climatiques qui peuvent entraîner parfois des démarrages de cultures trop tôt au printemps et qui peuvent exposer les cultures à des risques en particulier de gel. Une fois qu'on a déterminé la date de semis, on va déterminer la dose de semis. Et là, dans ce cas-là, c'est un deuxième objectif, c'est de mettre en place les premières composantes du rendement, qui sont le nombre de pieds par mètre carré pour favoriser, qui favorisait la période par la période de talage. Et puis, le talage de l'orge est souvent excessif. Et donc, il y a souvent une régulation pour remontaison. Alors, juste un point pour répondre à la question sur s'il y a des tableaux en fonction des variétés d'orge. En fait, il n'y a pas vraiment de tableau sur l'orge, tout simplement parce que l'espèce, contrairement au blé tendre et encore plus au blé dur, l'espèce est peu thermosensible, elle est plutôt photosensible. C'est-à-dire que ce qu'on observe en blé dur en particulier, lorsque vous avez des hausses de température importantes en sortie d'hiver, ça peut déclencher la montaison et donc exposer, s'il y a un revirement de climat par la suite, à l'exposer à la culture au gel. L'orge, c'est un peu différent, c'est-à-dire que l'orge ne va pas débuter sa montaison, même s'il y a une période de température clémente. C'est plutôt la durée du jour qui va déclencher la montaison en sortie d'hiver. Et donc, ça donne plus de latitude sur la date de semis. Et c'est pour ça qu'on préfère semer un peu plus tôt. Il n'y a pas d'écart entre les variétés sur la préconisation de la date de semis. Donc, pour les doses de semis en orge d'hiver, hein, plus la dose de semis est importante, plus le rendement augmente. Alors ça, c'est en théorie, mais plus le risque de maladie augmente, en particulier les maladies précoces de sortie d'hiver. Je pense à l'oïdium, la rhinchosporiose. Et puis aussi, plus le risque de verse augmente parce qu'on va faire plus de biomasse, plus de talage. Et lorsque la montaison va démarrer, eh bien, on aura concurrence entre les tales et donc les tiges vont avoir tendance à s'étioler et les rendant plus fragiles à la verse. Et à l'inverse, plus la dose est faible, bien plus on a de salissement par les adventices qui prennent plaisir à occuper l'espace vide. J'insiste sur un point. Il n'y a pas ou peu de relation entre la dose de semis et la quantité de paille produite à la fin. Ça, c'est important. J'entends trop souvent de dire je sème dense parce que je veux de la paille à la fin. Il y a souvent peu ou pas de relation. La seule relation qu'on voit, c'est le risque de verse. Et une culture qui verse, c'est le rendement en paille qui chute fortement. Alors, quelques références pour justifier ça un petit peu. Hein. Une petite synthèse 2021-2022 qui a été faite dans la région où on a surdensifié trois variétés de 15%, donc Borelli, Casting et puis Idyllique. Vous voyez que à chaque fois les densités 2, c'est-à-dire que la forte densité, sont un petit peu supérieures en rendement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces essais sont régulés systématiquement et donc on évite le risque de verse fortement. Donc si on regarde un petit peu les graphiques suivants, c'est un petit peu ce qu'a expliqué tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que augmenter la dose de 15%, finalement il y a encore moins d'écart que sur blé tendre. Hein. Vous voyez que les écarts sont minimes, quelle que soit la composante du rendement, tout simplement parce que l'orge, je vous l'ai dit, il y a une période de talage qui est assez longue.
L'étalage est souvent excessif, ayant qu'il y a régulation en sortie d'hiver du nombre de talles qui permet de compenser un petit peu les écarts entre les densités de semis qui sont mises en place. Autre exemple sur la variété suivante, hein, vous voyez que les traits se superposent à peu près parfaitement entre les deux densités de semis sur la variété idyllique. Et puis troisième exemple, sur la variété Borelli, là encore, on a beaucoup moins d'écart que ce qu'on observe sur blé tendre entre les deux densités de semis. Donc, ce qui veut dire que finalement, on a la densité de semis sur orge est extrêmement plastique. Hein. Et donc là, je vous présente un graphique avec une synthèse plutôt nationale. Donc, ça mérite quelques explications quand même. C'est en écart par rapport au rendement max pour le rendement. Et c'est en écart par la dose de la densité de semis optimale par région. Donc pour le sud-ouest, les lignées de rang et 6 rangs, c'est autour de 220 grains par mètre carré. Les hybrides, 160 grains par mètre carré. Et vous voyez que finalement, je vous ai dit tout à l'heure que le rendement augmentait plus la densité de semis était importante. C'est vrai, mais ça reste à modérer dans le sens où même quand on est à moins 60%, à 40% de la dose, on est encore proche du 100%. Il n'y a pas de décrochage important à baisser la dose de semis. Ce qui veut dire que nos préconisations autour de 220 grains par mètre carré sont extrêmement sécuritaires. Elles prennent en compte tous les risques qui peuvent arriver en cours de culture. Ça peut être des mauvaises levées liées parfois à la faculté germinative ou liées à des ennoiements en période de levée. Ça peut être des semis grossiers, en point de travail du sol grossier. Voilà, ça permet de tenir compte de tout ça et aussi d'expliquer pourquoi lorsqu'on a des seuils de retournement sur les densités faibles, ces seuils de retournement sont extrêmement faibles par rapport à la densité de semis. Encore une fois, parce que l'espèce est extrêmement plastique vis-à-vis de cette densité de semis. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'écart sur la dose optimale à 100%, il n'y a pas d'écart entre les 2 rangs et les 6 rangs. Il y a un petit écart avec les hybrides, mais qui sont semés à une densité beaucoup plus faible. Si on veut récupérer l'écart de rendement entre les hybrides et les lignées, en fait, il faut semer les hybrides à la même densité que les lignées. Diapo suivante. Donc, si j'ai remis la carte de France, parce qu'il y a tout, mais tout ce qui nous concerne plutôt le sud, eh bien, en fait, sur la région sud-ouest, en zone de plaine, on va préconiser des dates de semis autour du 25 octobre, entre le 25 et 11 novembre, à 5 novembre. Et puis ensuite, lorsqu'on est en Auvergne, enfin en zone de latitude, je pense à l'Aveyron, là, on va précocifier parce qu'on est sur des altitudes plus hautes et donc des disponibilités climatiques qui sont plus faibles. Et on va récupérer cette disponibilité climatique en précocifiant la date de semis. Donc, si je continue sur le tableau suivant, eh bien, en fait, on va davantage tenir compte de l'altitude qui va déterminer un petit peu notre date de semis. Pour une dose de semis à 220 grains par mètre carré, hein, eh bien, on va moduler cette date de semis pour cette densité. En zone d'altitude autour de fin septembre, début octobre, hein, au-delà de 800 mètres, donc c'est assez peu de situations dans la région. Sur les zones intermédiaires, ça va être autour du début octobre, et puis dans les zones de plaine, ben voilà, ça va être 20-25 octobre jusqu'à début novembre. Et puis, on fait une particularité sur les orges de printemps qui ne sont pas semées trop tard quand même dans la région. En particulier en zone de plaine, il n'y a quasiment pas d'orge de printemps qui sont faites en altitude à cause du risque de froid. Mais en zone de plaine, il ne faut pas les semer trop tard parce que là, on s'expose à des risques de sécheresse en fin de cycle qui peuvent pénaliser les rendements. Je sais pas ce Merci Régis. Alors je continue, mais je vois que la diapo, c'est pas. Oui, j'ai fait une petite manipulation hyper
Mais vas-y, Bon, je continue. Donc, même Oui. tableau que pour les collègues c'est sur bien. les densités de semis. Mais quelqu'un qui sème, bon, c'est le même calcul, hein, c'est quelqu'un qui sème, qui veut un objectif de 200 plantes, 200 grains par mètre carré, avec des PMG à 40, eh bien, on est à 84 kg de semences par hectare. Donc, cette année, plus que jamais, faites attention au point de 1000 grains, parce que on a vite fait d'avoir des surdensités qui peuvent générer des problèmes par la suite. On a surtout évoqué le problème de maladies précoces et de verse qui peuvent être assez problématiques pour la qualité de la paille, en particulier si ça verse. Donc ces doses sont aussi à moduler en fonction de la qualité du sol, hein, la préparation. Alors si peut-être un petit bémol par rapport à ce qu'on a d'habitude, comme on a des grains qui sont petits, globalement, attention aux préparations de sol, attention à la profondeur de semis, parce que plus le grain est petit, plus il aura peut-être du mal à supporter des semis profonds ou des semis en conditions grossières. Donc, petit point d'attention là-dessus. Je vais passer au triticale. Donc, alors, le triticale, c'est une espèce un peu particulière. C'est une espèce qui ne supporte pas les surdensités. Et donc, l'objectif, c'est 200 pieds par mètre carré maximum, parce qu'au-delà, on observe systématiquement des baisses de rendement qui sont assez nettes, hein. Vous voyez le graphique, lorsque je passe à 250 grains par mètre carré, eh bien, j'ai perdu 3-4 quintaux, 5 quintaux assez vite fait, hein. Et puis quand je passe à 300 grains, ben, je perds 10 quintaux presque de rendement à cause de cette surdensité. Donc ça, c'est important, c'est valable partout en France. Et donc, attention sur cette densité qui peut être fortement pénalisante. Pour les dates de semis, eh bien, on part sur les mêmes dates de semis que pour les orges. Il y a peu de variétés qui sont très alternatives en triticale. Et donc, on va avoir les mêmes préconisations que pour l'orge. Pareil pour les points de 1000 grains. Là encore, voilà, on peut descendre à des densités relativement faibles, hein. Mais quelqu'un qui voudrait semer du triticale à 120 grains par mètre carré, ce qui n'est pas impossible, hein. Pour rappel, il y a quelques années, j'ai fait un essai où on était descendu à 20 grains par mètre carré. Et à 20 grains par mètre carré, on faisait 70% du rendement max. Donc 20 grains par mètre carré, c'est à peu près entre 5 et 10 kg de semences par hectare. On fait des gros épis, mais voilà, c'est encore une fois la plasticité de l'espèce triticale comme l'espèce orge qui supporte très très bien les doses de semis relativement faibles. Voilà, si vous avez des questions sur les semis d'orge et triticale, je suis à votre disposition. Tu as une question sur les semis d'orge de printemps à l'automne. Oui. Est-ce qu'il y a des conseils, date de semis et densité? Alors, on va souvent les semer un peu plus denses, tout simplement parce que la période de talage est plus courte. Et donc, là, je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous de 300 grains par mètre carré sur orge de printemps, alors que je vous ai parlé de 220 grains sur orge d'hiver. Ok, merci. Et puis après, oui. Pour la dernière question, notamment sur ce qui était seuil de retournement et également une remarque sur les évolutions réglementaires au niveau des herbicides, nous allons plutôt le traiter dans des messageries techniques écrites. Comme ça, tout le monde aura ces informations. Par contre, il y a encore une question sur la densité de semis de triticale et après, nous clôturerons la réunion. Donc, Régis, je vais la prendre en direct. Sur les densités de triticale qui sont indiquées, est-ce que c'est valable sur quel secteur et sur quelle période? Je la remets. Alors,
ces densités de semis, c'est en fonction de l'altitude. C'est-à-dire que c'est la date optimale. Alors, si on a des décalages de date de semis par rapport à ces périodes optimales, on procédera à une augmentation de la dose de semis de 10% par décade de retard. C'est-à-dire que si j'ai ma dose de semis à 220 grains à une date du 1er novembre, je vais passer à 240 grains si je suis à une date de semis du 15 novembre. Ok, merci pour la précision. Pour clôturer juste cette réunion, je demande encore 2 minutes de votre temps et puis nous aurons terminé. Pour vous donner quelques dates, à savoir que la date des réunions techniques en région sud-ouest aura lieu le 10 novembre matin. Ça sera une réunion sur une matinée à Baziège. Pour le maïs, ça sera aussi des matinées. Donc le 1er décembre à Montauban, le 2 décembre à Mont-de-Marsan. Et une nouveauté dans nos communications, donc il y aura une journée de l'innovation, je vous propose de noter la date, qui sera le 26 janvier sur Toulouse. Et nous évoquerons les sujets grande culture qui nous concernent, donc céréales, maïs ou sorgho. Et une communication plus avancée vous sera communiquée et plus précise. Mais en tout cas, n'hésitez pas à retenir cette date du 26 janvier. Et pour finir, 4 autres dates. Donc le 3 et 4 novembre 2022 aura lieu Floem. Donc maintenant, une édition qui commence à être dans le paysage. Il y a également les 5e rencontres des grandes cultures bio qui sont prévues le 31 janvier à Paris, donc qui rassemblent toutes les grandes cultures. La journée filière blé dur qui sera le 1er février à Toulouse cette année. Donc n'hésitez pas également à noter cette date du 1er février. Et enfin, la journée filière sorgho qui sera sous forme de webinaire aura lieu le 3 février. Donc voilà pour ces dates et je propose les quelques questions qui pouvaient rester dans le chat. On va y répondre à l'écrit et sinon sur des messageries techniques qui vous seront envoyées par la suite. Je remercie tous les collègues pour les présentations toujours aussi précises et techniques et merci aux participants pour vos interactions et vos questions. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.